Bienvenue dans ce cours sur les codes HTTP. Je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble ces petits nombres qui gouvernent tout le web. Vous avez déjà vu une page afficher une erreur 404 ou votre application retourner une erreur 500. Mais savez-vous vraiment ce que ces codes signifient et comment les utiliser correctement? Les codes de statut HTTP, c'est le langage que les serveurs utilisent pour répondre aux navigateurs et aux applications. Ils permettent de savoir en un coup d'œil si une requête a réussi, si vous êtes perdu, si vous avez fait une erreur ou si c'est le serveur qui a un problème. Dans ce cours, on va couvrir toutes les familles, les deux petits X qui signifient le succès, les trois X pour les redirections, les quatre X pour les erreurs du client et les cinq X pour les erreurs du serveur. On va voir comment les gérer proprement en Python avec la librairie Requests et quel code retourner quand vous construisez votre propre API. Que vous soyez développeur back-end, front-end ou simplement curieux, ce cours va vous donner une maîtrise complète de HTTP. C'est parti! Avant de plonger dans les codes, comprenons comment fonctionne HTTP. HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. C'est le protocole de communication du web. Tout se base sur un échange très simple entre deux acteurs, le client et le serveur. Le client, c'est votre navigateur, votre application mobile ou un script Python avec la librairie Requests. Le serveur, c'est l'ordinateur distant qui héberge le site web ou l'API. Voici ce qui se passe quand vous visitez une page web. Votre navigateur envoie une requête HTTP au serveur. get/api/user/42 HTTP version 1.1. La méthode get signifie qu'on veut lire une ressource. Il y a aussi post pour créer, put pour modifier, delete pour supprimer. Le serveur traite la requête et renvoie une réponse qui contient trois parties. D'abord, la ligne de statut avec le code HTTP 1.1.200. OK. Ensuite, les entêtes ou headers avec les métadonnées, type de contenu, date, taille, et enfin le corps, le body, avec les données réelles, du JSON, du HTML ou du texte. Le code de statut, c'est ce premier nombre dans la ligne de statut. C'est lui qui dit tout sur le résultat de la requête en 3 chiffres. Les codes HTTP sont organisés en 5 familles selon leur premier chiffre. C'est très logique et facile à retenir une fois qu'on connaît la règle. La famille 1XX, les codes de 100 à 199, sont des codes informationnels. Ils indiquent que la requête est en cours de traitement. On les voit rarement. Le plus connu est 101 Switching Protocol, utilisé par WebSocket. La famille d'Utilex de 200 à 299, c'est le bonheur total. Tout s'est bien passe. Le 200 OK est le plus courant, mais on verra que 201 et 204 ont aussi leur importance. La famille 3BTX, de 300 à 399, indique une redirection. La ressource bouge et le client doit aller ailleurs. La famille 4LX, de 400 à 499, c'est une erreur du client. Vous avez envoyé une mauvaise requête, vous n'êtes pas authentifié ou la ressource n'existe pas. Le 404, le plus célèbre d'Internet, est dans cette famille. Enfin, la famille 5XX, de 500 à 599, c'est une erreur du serveur. Cette fois, c'est lui qui a un problème. Ce n'est pas de votre faute. Retenez bien cette règle d'or. 2, c'est bien. 3, c'est ailleurs. 4, c'est vous. 5, c'est lui. Parlons d'abord des codes de X, les codes du succès. Ce sont ceux qu'on veut voir tout le temps dans nos logs. Le 200 OK est le code le plus universel. Il signifie que la requête a été requue, comprise, et que la réponse contient les données demandées. C'est le code retourne par un get réussi. Le corps de la réponse contient exactement ce qu'on a demandé. Le 201 created est spécifique aux requêtes post qui créent une nouvelle ressource. Quand vous créez un compte ou publiez un article, si le serveur répond 201, c'est que l'objet a bien été créé. Un bon serveur ajoute aussi un header location qui contient l'URL de la nouvelle ressource. Le 204 No Content est très utilisé pour les suppressions et certaines mises à jour.
Il signifie que l'opération a réussi, mais qu'il n'y a rien à retourner dans le corps. C'est normal et attendu. Ne pas s'alarmer si le corps est vide. Le 206 Partial Content sert pour les téléchargements fragments, par exemple pour les vidéos en streaming. La bonne pratique est d'utiliser le bon code 2x selon l'opération. Get retourne 200, post retourne 201, delete retourne 204. Ça rend votre API plus expressif et plus simple à utiliser. Les codes 3.dx indiquent que le client doit effectuer une action supplémentaire pour compléter la requête. En général, c'est une redirection vers une autre URL. Le code 301 Moved Permanently indique que la ressource a changé d'URL de façon permanente. C'est crucial pour le SEO. Quand Google voit un 301, il met automatiquement à jour son index avec la nouvelle URL et transfère le PageRank. Si vous changez l'architecture de votre site, utilisez des 301 pour ne pas perdre votre référencement. Le 302 Found est une redirection temporaire. La ressource est momentanément disponible à une autre URL, mais l'URL originale reste valide. Google ne met pas à jour son index pour un 302. Le 304 Not Modified est un code ingénieux pour l'optimisation. Quand un client fait une requête et envoie un e-tag ou une date de dernière modification, le serveur peut répondre 304 si le contenu n'a pas changé. Le client utilise alors sa version en cache et économise de la bande passante. Les 307 et 308 sont similaires aux 302 et 301 respectivement, mais avec la garantie que la méthode HTTP sera préservée lors de la redirection. En Python, avec Request, les redirections sont suivies automatiquement par défaut. Vous pouvez désactiver ce comportement avec Allow Redirect Eagle False. On arrive maintenant aux codes les plus importants à connaître en tant que développeur, les 4 ANX. Ces codes signifient que c'est le client, c'est-à-dire vous, qui a fait une erreur. Le 400 Bad Request est très general. Il signifie que la requête est mal formée. C'est souvent un problème de JSON invalide, un champ manquant ou un mauvais type de données. Lisez toujours le corps de la réponse 400. Le serveur y met généralement le détail de l'erreur. Le 401 Unauthorized est un peu mal nommé. Il signifie en réalité que vous n'êtes pas authentifié. Vous n'avez pas fourni de crédentials ou votre token est expire. La solution: ajouter ou rafraîchir votre token dans le Header Authorization. Ne confondez pas 401 et 403. C'est une erreur très courante. Le 403 Forbidden signifie que vous êtes bien identifié, mais que vous n'avez pas la permission d'effectuer cette action. Par exemple, vous essayez de supprimer le compte d'un autre utilisateur. Et le célébrissime 404 Not Found. La ressource demandée n'existe tout simplement pas. Soit l'URL est incorrecte, soit l'objet a été subprime. C'est le code HTTP le plus connu du grand public, apparu partout sur Internet. Continuons avec les autres codes 4x moins connus, mais tout aussi importants. Le 405, Method Not Allowed, arrive quand vous utilisez la mauvaise méthode HTTP. Par exemple, essayez de faire un Qt sur une URL qui n'accepte que le GET. Le Header Allow, dans la réponse, vous dit quelles méthodes sont acceptées. Le 409, Conflict indique un conflit avec l'état actuel de la ressource. L'exemple classique est essayer de créer un compte avec un email déjà utilisé. Le corps de la réponse doit expliquer quel est le conflit pour que le client puisse le résoudre. Le 422, Unprocessable Entity, est subtil. La syntaxe de la requête est correcte, mais les données sont logiquement invalides. Par exemple, un age négatif, une date de fin avant la date de début. C'est souvent utilisé par les API modernes pour signaler des erreurs de validation métier. Enfin, le 429 Too Many Requests est de plus en plus courant avec le rate limiting. Il signifie que vous avez envoyé trop de requêtes en trop peu de temps. Le serveur vous ralentit pour se protéger. La bonne pratique est d'implémenter un back-off exponentiel, attendre 1 seconde, puis 2, puis 4, puis 8,
avant de réessayer. Et petit bonus, le 418 I'm a teapot existe vraiment. C'est un code humoristique créé en 1998 pour le protocole HTTP/CP de Conterle de Teillier. Certaines API l'utilisent pour rejeter des requêtes de façon amusante. Les codes 5x sont les erreurs du serveur. La bonne nouvelle, quand vous recevez un 5x, ce n'est pas de votre faute. C'est le serveur qui a un problème. Le 500 Internal Server Error est l'équivalent du 400 pour les erreurs serveurs, très générique. CA signifie qu'une exception non gérée s'est produite COT, serveur. C'est souvent un bug dans le code du serveur, une base de données qui renvoie une erreur inattendue ou une configuration incorrecte. En tant que développeur back-end, c'est le code que vous voulez absolument éviter dans vos logs. Le 502 Bad Gateway apparaît quand il y a un serveur intermédiaire, comme Nginx ou un load balancer. Ce serveur intermédiaire a reçu une réponse invalide du serveur final. C'est un problème d'infrastructure. Le 503 Service Unavailable est le plus poli des codes 5x. Il signifie que le serveur est temporairement indisponible, soit en maintenance, soit surcharge. Le header Retry After peut indiquer quand réessayer. C'est le code à utiliser quand vous faites une maintenance plan. Le 504 Gateway Timeout arrive quand le serveur intermédiaire n'a pas reçu de réponse du serveur final dans les délais. Pour gérer proprement les 5x en production, implémentez un système de retry avec back-off exponentiel et alertez automatiquement votre équipe. Maintenant, voyons comment gérer tout ça proprement en Python avec la librairie Request. La première chose à savoir, c'est la méthode raise underscore for underscore status. Elle lève automatiquement une exception HTTP error si le code est 4x ou 5x. Plus besoin de vérifier manuellement le status code à chaque fois. La deuxième chose importante, c'est de toujours spécifier un timeout. Sans timeout, votre programme peut se bloquer indéfiniment si le serveur ne répond pas. On passe un tuple. Le premier nombre est le timeout de connexion. Le second est le timeout de lecture. Pour gérer les erreurs spécifiquement, utilisez des blocs except avec le code de statut. Un 401 signifie rafraîchir le token. Un 403 signifie vérifier les permissions. Un 404 signifie que la ressource n'existe pas, retourner non. Un 5AKX signifie alerter l'équipe et réessayer plus tard. Pour les 5AKX en particulier, implémentez un système de retry avec back-off exponentiel. Attendez 2 puissances tentatives secondes entre chaque essai, 1 seconde, puis 2, puis 4, jusqu'à 3 tentatives maximum. Et regardez bien les exceptions disponibles dans Request, Connection Error pour les problèmes RISO, Timeout pour les timeouts, HTTP Error pour les codes d'erreur et Request Exception pour tout le reste. Quand vous construisez votre propre API REST, utiliser les bons codes HTTP est essentiel. CA rend votre API intuitive, cohérente et facile à utiliser pour les autres développeurs. Voici les règles d'or. Pour un getter réussi, retournez 200 avec les données. Si la ressource n'existe pas, retournez 404 not found. Pour un post qui crée une ressource, retournez 201 created avec l'objet crée. Ajoutez le header location avec l'URL de la nouvelle ressource. C'est une bonne pratique. REST. Si l'email est déjà pris ou qu'il y a un conflit, retournez 409 conflict avec un message clair expliquant le problème. Si les données sont invalides logiquement, retournez 422 avec le détail de chaque erreur de validation. Pour un delete reçu, retournez 204 no content. Pas de corps dans la réponse. Si l'utilisateur n'est pas connect, 401. S'il est connect mais n'a pas le droit, 403. Ces distinctions semblent subtiles, mais elles font une énorme différence en pratique. Un bon client peut adapter son comportement en fonction du code exact requis, et vos développeurs front-end vous remercieront pour cette précision. Voici votre aide-mémoire complet sur les codes HTTP.
Prenez le temps de bien regarder chaque case. En haut à gauche, les deux CREX du succès. 200 pour la lecture, 201 pour la création, 204 pour la suppression. En haut au centre, les trois RX des redirections, 311 permanents pour le SEO, 302 temporaires, 304 pour le cache. En haut à droite, les premiers 4 RX. 400 requêtes mal formées, 420 non authentifiées, 403 interdits, 404 introuvables. Au milieu à gauche, les autres 4 RX. 405 mauvaises méthodes, 409 conflits, 422 données invalides, 429 trop de requêtes. Au milieu au centre, les 5 KTLX, 500 erreurs serveur générique, 502 bad gateway, 503 maintenance, 504 timeout. Au milieu à droite, les bonnes pratiques. Utilisez raise underscore for underscore status, implémenter le retry avec backoff exponentiel sur les 5 X, toujours lire le corps pour avoir le détail, et loguer systématiquement le code, l'URL et le corps de la réponse. Ce cheat sheet résume tout ce qu'il faut savoir au quotidien. Photographiez-le ou mettez cette vidéo en favori. Et voilà, vous avez maintenant une maîtrise complète des codes HTTP. Bravo! C'est vraiment un plaisir de vous avoir accompagné dans cette exploration. Vous savez maintenant comment fonctionne le protocole HTTP entre clients et serveurs, ce que signifient les 5 familles de codes, comment gérer chaque type d'erreur en Python avec Request, quel code retourner quand vous construisez une API REST et comment implémenter un retry robuste pour les erreurs 5x. Ces connaissances vont vous faire gagner énormément de temps quand vous débuguez des API. Pour continuer votre progression, je vous recommande d'explorer l'authentification, JWT, OAuth 2.0 et les API Keys, qui s'appuient directement sur les codes 401 et 403. Ensuite, le sujet REST versus GraphQL versus gRPC pour choisir la bonne architecture. Et la Security Web, HTTPS, CORS, CSRF et XSS, qui sont intimement liés au code HTTP. Si vous voulez pratiquer, ouvrez l'inspecteur de votre navigateur, onglet Réseau, et regardez les codes de chaque requête sur vos sites favoris. Vous allez voir que vous comprenez maintenant tout ce qui se passe. Si cette vidéo vous a plu, un pouce bleu me ferait vraiment plaisir. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains cours. Merci et à très bientôt.